Au XVIIIe siècle, Combray était un bourg agricole. Bel-Air n'apparaît sur les cartes qu'au tout début du XIXe. Et au XXe siècle, c'est l'arrivée de l'industrie qui va modifier complètement et les paysages et l'organisation du village. Si on veut se faire une idée de l'agriculture à Combray sur la première partie du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, donc à Combray, il y avait 81 fermes, 68 étaient rattachées à Combray et 13 étaient rattachées à Bel-Air. Sachant que la commune de Combray a une superficie de 1800 hectares de terres agricoles, donc ça faisait une moyenne de 22 hectares par ferme. Toutes les fermes produisaient les mêmes produits. Les animaux étaient des animaux de race Ménanjou, c'est-à-dire une race mixte qui produisait du lait et de la viande. Alors le lait, bien sûr, était transformé à la ferme. Chaque ferme écrémait et barattait, fabriquait son beurre qui était ensuite vendu sur le marché. À Combray, il y avait un marché donc tous les vendredis. Un marché, donc les paysans apportaient leur beurre ou vendaient directement à des particuliers. C'était comme ça que ça se produisait. Et le lait écrémé était conservé à la ferme pour nourrir les cochons. Chaque ferme, il y avait quelques truies, 2-3 truies, et donc on élevait les cochons pour alimenter la ferme, puisqu'on vivait à l'époque en autoconsommation. Mes parents n'avaient que 25 hectares ici. C'était déjà pas si mal que ça pour l'époque. Parce qu'il y en avait d'autres, des voisins qui avaient 15 hectares, etc. Alors, ce qui faisait qu'il avait alors, c'était ça un peu le principe des 25 hectares. Il y avait 8-10 vaches, pas plus. Et donc, il élevait les veaux et les bœufs. Et il gardait les génisses pour reproduire. C'était ça la chaîne, en fait. Alors, ça représentait en gros 35 bêtes quoi, de moyenne, très souvent. Et il y avait aussi de planter des choux à la main, naturellement, les choux et les betteraves. Et puis, pour les ramasser, d'abord, on les effeuillait, les betteraves, à l'époque. Les feuillets, ça voulait dire laisser que le cœur de la betterave, et pour donner aux animaux. Et alors, il y avait le battage aussi. Ce qu'on aimait beaucoup, nous, quand on était enfants, c'était de voir le battage à la ferme. Voir la locomotive, enfin la chaudière arriver, la chaudière qui représentait presque la locomotive qui était sur les rails, en fait. Et ça, on admirait ça. Et ça représentait, il fallait au moins presque 20 personnes pour être sur la batteuse, les gerbes, pour jeter les gerbes sur la batteuse et faire le paillis. Je me souviens de mon père qui, pour ses battages, avait fait venir un entrepreneur, ou je ne sais pas qui, d'un manège à chevaux. Un manège à chevaux, c'est-à-dire ça comprenait, il y avait 4 chevaux qui faisaient tourner le manège. Et je me souviens de mon père qui fixait les barres de fer pour tenir le manège. Parce que 4 chevaux à tourner sur un seul pivot, il faut l'attacher bien comme il faut. Pour ça, j'ai qu'un vague souvenir de ça, parce que l'année d'après, mon père a pris son beau-frère pour faire ses battages. Alors, mon beau-frère avait un moteur à essence, de quelle puissance, j'en sais rien, avec une réserve d'eau, un gros cylindre qu'il y avait sur le moteur, qui était un moteur qui avait sur rail, il fallait le transporter dans un chariot, je ne sais pas trop comment, qui avait au moins 150 à 200 litres d'eau pour l'empêcher de chauffer. Il n'y a pas de refroidissement forcé, ni d'hélice, ni de ventilo. Il n'y avait que cette réserve d'eau, que j'estime au moins 150 à 200 litres d'eau. Et je me demande comment il faisait pour la remplir. Avec des seaux, il avait pour je ne sais pas combien de temps. Un autre petit souvenir aussi, il y avait un voisin, il avait un tracteur à roue de fer. Et il roulait sur la route, il mettait ses bandes de fer, je ne sais pas comment il les roulait.
il roulait sur la route. Mon père, il a fait toute son activité agricole ici. Il était à l'école à Combray. Il a eu son certificat d'études il y a 13 ans, je crois bien, même avant la guerre. Il s'est marié en 53, il s'est installé en même temps pratiquement. Il a démarré avec 2 truies, je crois, et puis 8-9 vaches. Et à l'époque, c'était des mélangeaux. Et dans les années 60, il a fallu évoluer. Et il a acheté des vaches noires à l'époque parce il avait une petite surface. Ici, c'était par rapport à la moyenne, c'était une petite surface. Il me disait toujours qu'il avait fait une formation après le certificat d'études. Le soir, le prêtre ou le curé de la paroisse, il les prenait les jeunes pour leur donner un peu de formation agricole. Bon, l'école, on la quittait à 14 ans, naturellement. Soit on restait à la ferme s'il n'y avait qu'un garçon, par exemple, il restait à la ferme très souvent. Mais si on était plusieurs frères, ce qu'il y avait, celui qui était là à travailler, il partait travailler dans les fermes. On était embauchés par métive. Alors une métive, ça correspondait la Toussaint à la Saint-Jean. Et de la Saint-Jean à la Toussaint. On allait à Segré, il y avait ce qu'on appelait un placeur, et là, c'était dans un café, et les candidats, il allait là, et puis les patrons, alors il essayait d'embaucher celui qui semblait être le mieux, quoi. Puis après ça, tu venais aider. Oui, à Mastin, il nettoyait les bêtes. Moi, on disait curé, nous, je ne sais pas si c'est français, non, c'est rien. Un de chaque côté, parce que dans les étapes chez nous, il y avait des bêtes de chaque côté, quoi. Moi, je mettais de haut à droite, les ouvriers à gauche, je me rappelle. Ça me revient. Alors, on cuirait, on mettait ça dans la brouette. Mettre le fumier dans la brouette. Et puis, ça descend, voilà. Oui, puis tout était fait à la main, quoi. Tout est fait à la main. Puis les femmes... Alors, la brouette, puis après ça, on mettait ça bien droit, bien aligné, on s'appliquait. Hein. Au tas de fumier. Pour le relever, pour le mettre. Relever le fumier à la main. Parce que maintenant, ils font ça avec le tracteur. D'abord, c'est le tracteur. Il fallait que le fumier soit bien droit. Ça, au cas où ça aurait été mieux fait. Le tas de fumier. Ouais. Et puis nous, les femmes, on faisait la traite des vaches. Ah oui. Et après ça, le lait, on l'emmenait dans les bidons. Dans les laiteries. Non, pas dans les bidons, c'est dans les seaux à ce moment-là. Peut-être bien dans les bidons. Mais dans les bidons, oui, mais... Et on passait le lait à l'écremeuse. Ah oui. Alors... la crème d'un côté, le petit lait pour les cochons. Puis le petit lait, il servait à soigner les cochons. Puis il y avait aussi les bourrées à ce moment-là. Les épines, il appelait ça des bourrées. Je ne sais pas, il faut joué pour ça. Mais on avait nommé Charlot Volin qui était. Parce que comme on n'avait pas le service... Il faisait son son, oui. On faisait beaucoup de feux de cheminée, alors avec la bourrée, ça allait plus vite, ça flambait. Flambait. Alors l'eau était tout de suite chaude pour laver tout ce qu'on avait à laver. Mais tu avais des grandes marmites? Bah oui, des chaudrons. Un petit agriculteur qui perdait ses chevaux à l'époque était dans un désarroi complet, ne pouvait plus travailler, était ruiné parce que les chevaux étaient très chers et le cheval ne se reproduit, une jument ne peut faire qu'un poulain par an, donc ça se reproduit très lentement. En 1946, à Combray, monsieur Juteau de la ferme de Jeannot à Combray avait 2 juments et la même semaine il a perdu ses 2 juments. Il y en a une qui est morte suite à des coliques et l'autre qui était morte suite à un poulinage. Et là, la nouvelle s'est répandue rapidement et devant le désarroi que ça créait, 2 agriculteurs de Combray ont dit on va créer une mutuelle chevaline, basée donc sur la solidarité. Ils ont fait appel à M. Chaussé, à l'époque, le secrétaire de mairie, pour rédiger les statuts. À l'époque, sur la commune de Combray, l'effectif était de 430-450 chevaux.
Chaque année, les chevaux étaient estimés dans le bourg de Combray par le vétérinaire de l'époque, accompagné aussi d'estimateurs, d'agriculteurs qui étaient donc des estimateurs et qui venaient faire le prix des chevaux, les estimer, qui servaient de base de calcul au paiement après des cotisations pour rembourser un cheval qui était mort. Et ça fonctionnait jusque dans les années 1965-1968. Donc les chevaux de trait ont été remplacés par les tracteurs. C'était pas comme aujourd'hui, un cheval de trait avait une très grosse valeur et on considérait à l'époque, avec 2 chevaux, voire 3, on s'achetait un tracteur neuf. Ben, l'arrivée des tracteurs à Combray, c'était le Ferdinand Lerouet qui avait un tracteur. Il était entrepreneur en même temps qu'agriculteur. Alors c'est lui qui avait acheté un Renault avec une charrue double. Ça marchait très bien. Ça, c'était dans les années 40. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté un tracteur, mais on est passé au diesel. C'était un petit tracteur de 22 chevaux, un dalle Gaillère. Alors c'est un tracteur qui était comme le premier que je vous ai parlé tantôt là, de chez mon père. Il n'y avait pas de refroidissement. C'était une grosse marmite, il appelait ça une marmite, qui était pleine d'eau, qui contenait, je sais pas, peut-être une vingtaine de litres d'eau. Le moteur était caché dans l'eau. On remettait de l'eau toutes les heures, on remettait de l'eau froide. Et ça suffisait pour refroidir le système du tracteur, le cylindre. C'était formidable. Mes parents ont acheté leur premier tracteur en 1956, l'année du grand froid. Février 56, qui était l'année que tout avait gelé. Et c'est cette année-là qu'ils l'ont acheté, le tracteur. Un petit pony essence, avec 2 charrues alternatives. Et ben, c'était déjà un soulagement. Alors, ce qui était incroyable, c'est que il avait vendu, je crois, les 2 ou 3 chevaux et ça ne leur avait pas payé une partie du tracteur. Qu'aujourd'hui, vendre 3 chevaux pour payer un tracteur, c'est une goutte d'eau dans la mer. Eh ben, on a réussi à avoir une moisson de batteuse par le plan Marshall. À ce moment-là, il y a eu le plan Marshall, c'était une aide des Américains pour aider la France, quoi, vu qu'elle était un petit peu pauvre. Alors on a vu cette moissonneuse batteuse. Vivien, en tant que conseiller général, avait plaidé, je ne sais pas comment il s'était trop débrouillé, mais enfin, on a eu la machine. Surtout que c'était une machine 2 mètres de coupe, c'était pas tellement avantageux, c'était plus les 10 mètres de maintenant, bien sûr. On a eu beaucoup de misère avec cette machine-là, si bien qu'on est retourné à la batteuse finalement. À peu près toute l'équipe retournée à la batteuse, oui. Des petites batteuses Bro. Et alors, avec mon frère, l'idée de la Bresse Batte nous est revenue. Oh, on a dit, tiens, on va racheter une automotrice d'occasion. Une classe, je crois qu'elle s'appelait Batador. Je crois que c'était cette machine-là. Ah, ben là, on avait 3 mètres ou 3 mètres 50 de coupe. Ah, puis ça allait beaucoup plus vite. Bon, c'était très bien. On a dit, il y a peut-être quelque chose de mieux encore. Tiens, on va aller acheter une Bro. On a été acheter une Bro. Et bien, la Bro, bah oui, c'est très bien. Seulement, le conducteur, il était placé juste derrière la coupe, à côté du moteur, de la poussière plein la figure. Alors, le soir, on sortait comme des corbeaux, quoi. Bon, ça marchait quand même. Et puis, on a marché comme ça, avec notre petit groupement. On a marché, pareil, 5-6 ans, quoi. La se battre, c'est très bien, mais il y a beaucoup d'entretien. Surtout des vieilles machines, sur la Bro, il y avait, je ne sais pas combien, peut-être une trentaine de graisseurs à faire. La première qu'on a achetée, l'automotrice, était très fière. Elle n'avait pas de direction assistée, tant pis. C'était dur de tourner le volant. Mais on était très fiers, puis elle marchait bien. On avait fait notre saison, la saison de la première machine, on a fait une saison avec nos 4-5 gars qu'on coupait comme ça. Pas une panne. Sur les Moisbat, il y a souvent des pannes, hein.
moi, au début, je voulais partir dans le commerce international. Donc, j'ai fait un bac ES, économique et social. Et puis, après pas mal de discussions avec des amis, mon entourage, je me suis rendu compte que je voulais pas partir de chez moi. Je voulais rester ici, que je voulais travailler dans la ferme familiale où mes parents et grands-parents ont travaillé pendant des années. Et du coup, moi, depuis toute petite, je suis passionnée par l'élevage. Depuis, je suis toujours dans la ferme, j'adore ça. Et du coup, depuis toute petite, j'ai toujours su que je voulais être agricultrice, donc c'est pour ça. Donc nous, après le BTS d'Anne-Julie, donc en 2020, on voudrait se mettre toutes les deux en exploitation, donc travailler ensemble donc en GAEC, sous forme juridique. Et ensuite, donc on voudrait faire du maïs, principalement du maïs et du blé au niveau des cultures, et après au niveau des vaches. Donc on veut s'agrandir, donc là on a 60 vaches, et on voudrait agrandir le troupeau jusqu'à 100 vaches laitières. Pour produire plus de lait, vu qu'il y aura un nouvel associé. Donc le fait de reprendre l'exploitation de nos parents, donc, où ils ont déjà travaillé pendant toute leur carrière, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a... La structure est déjà là. La structure est déjà là, oui. Et puis donc nos parents ont travaillé pour améliorer l'exploitation au niveau des cultures, au niveau des vaches, et au niveau des performances, je veux dire. Et donc aujourd'hui on a une exploitation qui tourne et on n'a plus qu'à la faire perdurer. La faire perdurer. Nous, on veut rester dans une agriculture conventionnelle, mais tout en respectant l'environnement, avec des techniques de plus en plus performantes. En diminuant les doses de produits de traitement, d'engrais, tout ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de bien-être animal et c'est une cause qui nous tient à cœur. On est à fond dedans, on veut absolument que nos vaches se sentent bien pour qu'elles produisent bien. À Combray, effectivement, le nombre d'artisans et de commerçants, c'était... Il y avait un artisan tous les 20 mètres. Hein. Dans la rue, là, c'était la maison Argan. Il y avait déjà le père et les deux fils, mais il y avait au moins 4 apprentis ou ouvriers avec. Hein. Mon père était ferblantier. Il est devenu plombier, il a évolué. Il a fait plusieurs métiers. Plombier, électricien. Chauffagiste. Et on était 3 enfants à l'époque. Et puis on était dans une petite boutique. Une petite boutique. Et puis, quelques années plus tard, en 1931, on a acheté une ancienne boucherie. Et on s'est installé en plus grand. Ma mère aimait beaucoup le commerce. J'ai grandi c'était au certificat privé d'abord, et puis certificat public après. Les religieuses qui nous faisaient la classe, elles avaient jugé que je pouvais apprendre davantage. Elles auraient m'envoyé en pension. Alors là, c'est un événement, il faut quitter la famille. Et j'y suis restée jusqu'à mon brevet élémentaire. Mais j'ai raté mon brevet au mois de juillet. Il a fallu que j'attende la reprise au mois de septembre pour avoir mon brevet. Les sœurs auraient voulu que je continue pour faire l'école à mon tour. Mais mes parents ont dit non, on a besoin d'elle à la maison. J'étais l'aînée de 6. Alors il y avait du travail au magasin et puis à la maison, partout. Il y avait le commerce et l'atelier. Alors l'atelier, il y a eu des ouvriers, ah oui, on en a eu beaucoup. Au début, j'étais surtout la maison et le magasin. Et puis quand ça a grandi, j'étais davantage au secrétariat, si vous voulez.
Mon père avait acheté une machine à écrire. Une vieille Unterbode à l'époque. Après, on a eu une Olivetti. On s'est modernisé. C'était différent. Bel-Air et Combray, il y avait une distance. On ne se rencontrait pas. On ne se connaissait pas beaucoup. Mais le jour de la paye, c'était je crois que c'était le 1er du mois. Je sais pas, enfin. Ils venaient à la perception toucher leur paye. Alors à la perception, ce jour-là, ils venaient faire des achats aussi, quand même, quand ils pouvaient. On avait des relations avec les ouvriers qui habitaient dans le bourg. Je me rappelle des gens qui ont acheté une cuisinière à Charbon à l'époque, ou au Charbon-et-Bois. On faisait l'avance d'argent. Ils venaient payer, le jour de la paye, ils venaient payer une partie. C'était par petits morceaux, quelquefois, vous savez. Les gens n'étaient pas riches. Combray était plus rural et Bel-Air plus ardoisier, plus ouvrier. Alors c'était pas la même mentalité tout à fait. À côté, après, il y avait l'ex-maire, M. Goyer, qui était marchand de bois. Après ça, il y avait la maison Naudin, Madame tenait l'économique. Et lui avait une scierie à la planche. Hein. Après ça, c'était la maison Perbois, aussitôt après la maison Perbois menuisier. Après ça, il y avait Madame Prodhomme. Elle avait un magasin pour enfants, voitures d'enfants et jouets enfants et tout, quoi. Après ça, c'était chez mes parents, Bourrelier. Puis après, il y avait le café David. Vous remontiez, il y avait le grand-père, mon grand-père, qui était Charon. Au-dessus, c'était le forgeron. Au début, c'était Rousselin. Après, c'était Jean Claquin. Après, en face, c'était le maçon Vanier. Vous passiez de l'autre côté, il y avait un tailleur, Alexandre Paul Galisson. Il y avait un marchand de tissus. Et après, il y avait un charron charpentier, Pierre Juvin. Alors, il y avait le café du coin, là, c'était le café Rousselin. C'était le plus gros café. Après, il y avait le cordonnier au-dessous, c'était Frelon. Après ça, Cochin. Après ça, le tailleur avec un magasin, Alexandre Galisson, qui était le frère de Paul. Après ça, c'était le charcutier. On était famille ensemble, hein. Oh oui, et des cafés aussi, j'ai oublié. Ils avaient soif. Il y avait 1, 2, 3, 4 cafés. Hein, c'est vrai. Dans la même rue. Vous comprenez, il n'y avait rien. Les gens prenaient où ils étaient, quoi. Ça a beaucoup changé après 68. C'est incroyable comme ça décliné. Parce que maintenant, chacun vit pour soi. Tandis qu'avant, on était familial. C'était familial. Mon père, il faisait les tournées de charcuterie. Et alors, il portait de la commande. Ou alors, moi, j'allais avec lui. Et puis, alors, je connaissais les gens comme ça à Bel-Air. Parce que c'était pas la même vie. À Combray, c'était plus des fermiers. Tandis qu'à Bel-Air, c'était des ouvriers. Et puis, à ce moment-là, il y avait des clans. C'est vrai, hein, faut dire la vérité. Moi, j'étais aussi bien à Bel-Air que j'étais à Combray. J'étais à Combray, j'étais à Bel-Air. C'était pareil. On allait au bal le samedi soir, le dimanche soir. C'est le dimanche. On ne sortait pas le samedi. Le samedi, il n'y avait pas de vacances. On travaillait pareil. On allait au bal l'après-midi. Et puis le soir, il fallait rentrer de bonne heure. Parce que, oh là là, ça n'aurait pas été tout seul. Mon Dieu, l'époque actuelle. On allait pas loin, on avait nos vélos. Alors il n'y avait pas de problème. On savait toujours nous prendre. Le premier film que j'ai été voir, ça doit être en 50 quelque. Eh bien, c'était Monsieur Vincent. Ça, je m'en rappelle. Oh là là. C'est demain dimanche, l'église sera en ordre, je dirais la messe à 8 heures.
les dimanches matin, il y avait 3 messes, et il y avait une messe à 7h, à 9h et à 11h. Et à 7h, des hommes de la messe, ils venaient jouer aux cartes après. Et puis ceux de 9h, c'est pas les mêmes. C'est une autre équipe. Elle venait après jouer aux cartes aussi. Et puis, ils buvaient le café. Et puis, après, à 11h. Mais à 11h, c'était de passage, presque. C'est tout. Et puis, autrement, l'épicerie, les femmes venaient à l'épicerie après les messes. Il y avait du monde à plein de magasins. Après, il y avait un marchand de légumes, je ne me souviens plus du nom. Après, c'était un Hongrois qui avait un café. Et peut-être pas... Oui. Après ça, c'était... ça sautait. C'était la cure. Puis après ça, il y avait eu un garage. Il y avait la mairie. Et il y avait le café Gérard. Et le mari était cordonnier lui aussi. Enfin, plus loin, c'était un couvreur Trio. À droite, il y avait les couvertures, c'est l'école des garçons. Et il y avait le couvreur, la maison Guillemot. Il y avait un vétérinaire. Alors, il y avait l'hôtel Frémont. Il y avait le docteur Lambert dans le temps, après. Il y avait la boucherie Le Lièvre. La Poste. La pharmacie Joueffre. En face, c'était l'hôtel Corvaisier, c'était le grand hôtel ici, là. Le grand hôtel de Combray, quand même. Puis alors, dans la basse rue, il y avait le maçon Fourier. Il y avait le bureau de tabac, qui existe toujours, qui est là, quoi. Il y avait le bijoutier, la bijouterie chez Morier. C'était une maison qui était très, très connue, très tenue. C'était pas qu'une bijouterie, il y avait un peu de tout, mais enfin, des objets religieux. Et puis le monsieur, il prenait des photos, on faisait des photos d'identité, des choses comme ça. Alors, on montait à la forge chez Déhan. Vous remontiez, il avait le menuisier ou Deillet. Il y avait une grande scierie dans le temps, c'était les... je sais plus comment, là. Je les ai connus, mais... Alors, en face... il y avait le garage Chevet, la charcuterie Le Loup. Et puis tous les cafés, il y avait 13 cafés dans le bourg et 3 à la gare. Il y avait 16 bistrots à Combray. Et il y en avait autant à Bel Air. Et presque tous, ils avaient en même temps une petite épicerie, quoi.
Ah bah oui, automatiquement. Aussitôt qu'il y a eu le... dans les fermes, de 80 fermes, c'est tombé à quoi? 20 fermes, non? Est-ce qu'il y en a 20 encore? Je sais pas, c'est pas sûr. Dans le temps, il y avait une sacrée animation. Là, toutes les portes, il y avait un artisan. Il y avait les bruits de scierie, de scie, de menuisier, de tout ce que vous voulez, quoi. Puis alors, il y avait les bistrots qui marchaient. Parce qu'il y avait les fermiers qui amenaient un cheval à ferrer à la forge. Le matin, il l'emmenait chez le beurrelier à guide à coude. Bon, ben, ça se passait au bistrot. Oui, ça, pour boire, il y avait moyen. Alors, la fête Dieu, c'était un événement. Alors, il y avait 2 reposoirs. Il y en avait un à place de la mairie et un à place du collège. On teignait de la sûre et on faisait des décorations. C'était très important. On se réunissait les uns les autres. Même les gens de la campagne venaient nous aider. Alors c'était un petit peu une ambition, si vous voulez, à qui aurait fait le plus beau portrait sur la route, le plus beau dessin sur la route. L'après-midi, on avait la procession de Fête Dieu au collège. Alors là, c'était très très important, enfin très important. Le collège faisait sa procession, lui tout seul, dans le parc. Oui, toute une vie. Comment voulez-vous que je vous dise toute une vie? C'était important ce collège de Combray. Quand je me souviens, il y avait beaucoup de la haute classe. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Africains, beaucoup de nobles, oui. Quelques artistes, dont Obispo, voilà, Obispo, qui est un ancien élève de Combray. Bon, je suis né à Combray en 1925, au mois de juin 1925. Donc je suis né dans le bourg, dans la rue Chauvière. Et ensuite, mes parents, mon père était cantonnier. On a vécu dans plusieurs endroits à Combray. Après avoir fait la petite école maternelle qu'on appelait l'asile, bien nommée, qui est encore l'école sur la route de Vergonne, l'école Saint-François, sur la route de Vergonne. C'est là que j'ai commencé à lire, écrire, etc. Et ensuite, je suis entré à l'école primaire. J'ai eu mon certificat d'études en 1938. Mon père avait quelques relations avec le personnel du collège. Je suis entré au collège au mois de juillet 1939, comme employé. On travaillait, donc il y avait le service de table déjà aux élèves, il y avait le nettoyage, le balayage des classes, la taille des arbustes dans le parc, beaucoup de petites activités. Je pourrais faire des études et puis essayer d'être prêtre, c'est comme ça que j'ai voulu commencer. Et j'ai commencé à prendre des cours déjà avec le supérieur de l'époque, qui était le Chalmin de Pigné, prendre des cours de latin, parce que le latin, bon, c'était indispensable. Et ensuite, j'allais en classe avec les élèves. On m'a dispensé de certaines matières, le grec, les mathématiques, pas trop. On insistait donc sur le latin, français bien entendu. Et j'allais en classe avec les élèves et ensuite je les servais à table et je travaillais, j'ai continué à travailler.
Ça a duré pendant plusieurs années. On m'a fait le plaisir de me donner un logement dans le collège. Je logeais tout en haut, sous les combles, sur la façade, là où il y a on voit les fenêtres au-dessus des toits. J'avais une petite chambre là. Les sœurs, le matin, après la messe et après le petit déjeuner, elles descendaient faire la récolte des haricots verts, je me souviens, dans le jardin, pour remonter, parce qu'il fallait de la cuisine. Il y avait quelquefois, il y avait 400 élèves là au collège. J'ai connu ça tout plein, hein. Tous les dortoirs et tout, c'était énorme. Hein. Les religieuses n'étaient pas payées personnellement, mais le supérieur, chaque année quand même, attribuait à la direction du couvent, leur attribuait quand même une indemnité forfaitaire. C'était donc des sœurs de la communauté de Torfou, elles étaient bien une trentaine là. Alors elles étaient dans tous les domaines, la cuisine, l'entretien du linge, l'infirmerie, la sacristie, et puis d'autres travaux. Les élèves ne faisaient pas leur lit. Alors il y avait donc les religieuses et du personnel civil, des femmes de ménage qui venaient pour faire le lit des élèves. Alors vous vous rendez compte, il y avait plus de 300 lits à faire. C'était des beaux lits en bois. Entre chaque lit, il y avait un petit meuble avec du marbre dessus et une cuvette et un pot d'eau. Parce qu'il n'y avait pas de service d'eau dans les dortoirs. C'est que beaucoup plus tard, qu'ont été installées des bandes, des rangées à peu près de 4 ou 5 lavabos. Il y avait donc les religieuses qui faisaient tout ce travail. Il y avait du personnel civil, donc la ferme. Déjà, il y avait le père Bouteiller qui s'occupait surtout des vaches. Et là, j'ai connu, parce qu'ils essayaient de produire le plus possible ce qu'il fallait au point de vue alimentaire. Donc il y avait déjà le lait, qui était très important. Et j'ai connu la première treilleuse électrique. Il y avait des champs autour, qui étaient labourés, culture de blé. Et le père Perrault s'occupait surtout des chevaux. Il y avait des chevaux, il s'occupait des chevaux, il s'occupait du bois. Alors il y avait donc, au point de vue clergé ici, ils étaient assez nombreux, je ne me souviens plus, il y a une bonne vingtaine. Il y avait quelques professeurs civils. Mais je ne fréquentais pas tellement le bourg, parce que j'avais tout là. J'avais mon lieu de travail, mon lieu d'études. Mes parents étaient là. Si j'avais un moment, je venais faire une visite à mes parents. Bon, dans le bourg, je ne fréquentais pas tellement le bourg. Après. Je suis arrivé en 1979 et j'ai été directeur ici pendant 17 ans. Je suis arrivé ici comme élève en 6e en 1947 et j'ai quitté l'établissement en 1954. Alors quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé un établissement assez différent parce que à l'époque où j'étais élève, c'était l'Ancien Régime avec une discipline extrêmement stricte. Et l'établissement, sur le plan financier, vivait sur lui-même, grâce au prix des pensions. En 1967, la scolarité était portée jusqu'à 16 ans, et en 1976, la loi Abi a créé les collèges. Et notre premier cycle est devenu un collège. Et c'est à ce moment-là que beaucoup d'externes sont entrés au collège de Combray. Quand j'étais élève, il n'y avait pas de filles. À partir de 1979, par contre, la mixité s'est introduite au collège, il y avait filles et garçons. Mai 68 est passé à Combray comme ailleurs.
Et alors qu'autrefois on ne circulait pas librement dans le collège, on marchait toujours en rang et en silence, et que le silence était imposé au dortoir, un peu partout, au réfectoire, et on ne parlait qu'avec l'autorisation du supérieur. Quand je suis revenu, par contre, tout ça, ça n'existait pas, ça n'existait plus. Alors les travaux, il y en a eu beaucoup. Beaucoup de travaux d'adaptation. On a bien sûr modernisé les internats, créé des blocs sanitaires à tous les niveaux. Bref, il a fallu repenser tout cela. Dans les années 80, 1980 et 1990, les effectifs ont beaucoup grossi. Nous sommes arrivés à presque 700 élèves. Mais à partir des années 90, les choses ont évolué à l'inverse, c'est-à-dire que l'internat principalement a été touché par la crise du recrutement. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais dans mes petits souliers, comme on dit. J'étais assez impressionné de l'ampleur de ce bâtiment et puis aussi de votre charisme qui était quand même assez reconnu. J'ai gardé un très très bon souvenir de cette époque. Je dois vous avouer que j'ai toujours été très heureux à Combray. Après, s'en est suivi toutes ces belles années au lycée pro. Malheureusement, en 2004, la visite de sécurité a imposé des règles encore plus draconiennes qui étaient déjà appliquées, et ce qui a amené le conseil de direction et surtout le conseil d'administration à décider la fermeture, car on n'avait pas à l'époque les moyens financiers pour pouvoir assumer de tels travaux. Donc on a subsisté encore pendant un an, on s'est battus les uns les autres, chacun avec ses armes, pour essayer de résister. Quand l'EPID s'est installé ici, ils n'ont pas refait le vieil établissement, enfin l'établissement d'origine. Ils ne s'en sont tenus qu'au lycée pro qu'ils ont repris puisqu'il était dans l'état. Et puis le bâtiment Vigneron qui lui était un bâtiment béton beaucoup plus récent qui était facile à renormer en quelque sorte. L'EPID était hébergé ici dans le collège, l'ancien collège qui appartenait autrefois au diocèse. Aujourd'hui il appartient à l'État. L'EPID c'est un établissement pour l'insertion dans l'emploi. Donc nous accueillons ici 75 volontaires, 18-25 ans, les plus éloignés de l'emploi. Et notre objectif c'est de les accompagner sur leur parcours professionnel. Quand vous êtes arrivé pour la première fois dans ce lieu qui est quand même assez extraordinaire, qu'est-ce que ça vous a fait? C'était impressionnant. C'était un truc ancien, un bâtiment ancien qui était toujours là, quoi, qui était sur pied, qui était en bon état, quoi. Ça change du moderne. Ouais, voilà. C'est plus joli, ça va mieux avec l'endroit. En ce moment, les volontaires sont en train de nettoyer le cloître pour l'ouvrir justement aux volontaires le soir. Oui. Est-ce que vous êtes allé voir? C'est une bonne chose déjà. Au moins ça ouvre plus d'espace pour nous. Ouais. Non, puis même c'est un beau lieu. Je trouve que c'est reposant. C'est mon bac, je ne l'ai pas eu. Et ensuite, pendant 8 mois, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse de caisse. Et après, pendant 4 mois, j'ai été au chômage et après, je suis venue à l'EPID. D'accord. Vous êtes à l'EPID depuis quand, Clarisse? Depuis le mois de mars. Mars. Et là, votre projet? Police. Police. Vous en êtes où? Là, normalement, je passe les tests dans 2 semaines. D'accord. Donc ça veut dire, Clarisse, que vous êtes plutôt, vous, sur un parcours plutôt court? L'école, c'était plus pour moi. Et donc, j'ai décidé d'arrêter et je suis allé au CIRFA. Le CIRFA, c'est le recrutement de l'armée, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Parce que je suis allé prendre un dossier pour m'inscrire en tant que soldat pour aller à l'armée. Et ils m'ont envoyé ici pour que je puisse me préparer. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'EPID? Plein de choses. Déjà, on apprend ce qu'est un cadre militaire un peu. Et on apprend le respect, comment bien parler lors des entretiens.
et même la façon d'être. Vous avez des actions citoyennes à mener. Est-ce que vous avez des exemples, monsieur? Oui, quand on a nettoyé la forêt de Bel Air, ouais. comme action, le mur du cimetière, ouais. Et aussi... Il y avait le sentier de la Verzée. Oui, aussi. Hein, c'est ça. À l'origine, Combray était un petit bourg rural français, comme la majeure partie des petits bourgs. Et c'est l'exploitation du schiste ardoisier qui a fait cette mutation, qui a créé le bourg de Bel Air et qui est devenu beaucoup plus important en fait que le bourg mère, le bourg d'origine qui était Combray. Les ardoisières de la forêt. Après des petits artisans qui avaient employé pas mal de Bretons, les ardoisières de la forêt officiellement, la société a fonctionné de 1878 à 1908. Hein, c'est là, toute l'activité principale des ardoisières à l'époque était dans ce secteur-là. Les puits, toutes les activités, et ici dans le bâtiment où je suis, il y avait la scierie à fil ici à l'Airparton, il y avait l'atelier de fondage, il y avait l'atelier de menuiserie, tout ainsi de suite, et l'ardoiserie déjà qui à l'époque sciait la pierre au fil. Mais c'est eux qui ont construit le village de la forêt, la centaine de logements qu'il y a au village de la forêt, ce sont les ardoisières de la forêt qui les ont construits et qui ont fait appel à des Bretons. Les Bretons sont venus par centaines. Ils ont fait des logements pour eux, des vrais dortoirs, et ils les ont logés, leur ont donné du travail. Et c'est beaucoup plus tard que l'école et tout le reste est venu par les ardoisières de Bel Air. Mais ça, je parle des ardoisières de la forêt. À l'époque où j'ai commencé en 1946, il y avait 856 ouvriers à travailler à Bel Air. Mais la période la plus importante, ça a été les ardoisières de la forêt. Dans la période que je vous ai citée, 1878-1908, 1250 ouvriers qui ont travaillé aux ardoisières de la forêt. Et quand de mémoire, en 1946, on était à 856. Il y avait plus de 200 fondeurs, il y avait les ouvriers de la butte et tout, et ça, ainsi de suite. Hein. Et ça a duré encore. Ça a duré pas mal d'années, hein, où l'effectif s'est à peu près stabilisé. Mais en 1960 et 61, ça a été la grosse saignée. Il y a eu 100 licenciements d'un seul coup. Et l'année d'après, il y a eu 100 mutations sur Trois-Lazés. Hein. Bel Air était il fournissait la main-d'œuvre pour les ardoisières de Trois-Lazés, parce qu'à Trois-Lazés, aux abords d'Angers, il avait du mal à trouver du personnel pour aller au fond, surtout. Hein, et comme Bel Air, comme malheureusement les ardoisières de Bel Air déclinaient à cause de la qualité de la pierre. Parce que la qualité de la pierre de Bel Air, avec ses pyrites et tout, comme celle de Misangrain, elle ne valait pas celle de Trois-Lazés. Quand on a fait les photos, les 250 photos, là en 1980, il y avait peut-être encore 150 ouvriers à travailler sur Bel Air. Hein. Et après, en 1982, les ardoisières ont décidé de fermer Bel Air, mais ils l'avaient décidé en 1973, mais ils ont fermé définitivement Bel Air en 1982. On était encore 54 ouvriers à travailler sur Bel Air, mais il n'y a eu aucun licenciement. Et les ardoisières avaient tout prévu. Les trois quarts ont été à la Poisse. Moi, j'étais à la Poisse, j'ai fini à la Poisse, 6 ans à la Poisse, quelques-uns à Misangrain, qui existaient encore, et puis à Trois-Lazés. J'étais maire de Combray, je venais passer de maire de Combray. J'étais ardoisier, j'ai été avec les manifestants qui arrachaient les panneaux. Ils ont arraché les panneaux de la rue Gustave-la-Rivière, la rue des Ardoisières, la rue Bordeaux-Montrieux. Ils ont défilé, ils ont arraché les panneaux des rues, parce qu'ils étaient fâchés contre la direction des ardoisières. Et ils ont été déposés en défilant à la mairie de Combray. Ils ont rapporté les panneaux des rues. Et qui c'est qui les a reçus? Le maire de Combray, qui était également un ardoisier. C'est lui qui a reçu les syndicats. Ils ont été très longtemps fâchés, puisque pendant 15 ans, ils ne voulaient pas qu'on remette les panneaux des rues. Et tout doucement, en discutant avec les militants syndicalistes que je connaissais bien, hein, évidemment, c'était des copains,
Ils ont dit oui, allez, pour remettre les panneaux. Et on a remis les panneaux dans les rues, Bordon-Montrieux, jusqu'à la rivière et la rue des Ardoisières. Je me suis mariée à Bel-Air et puis on cherchait une maison, mais il n'y avait pas de maison. Alors donc il fallait venir habiter à la forêt. Et puis comme la forêt avait une petite réputation, les gens qui y étaient s'y plaisaient, mais on n'avait pas envie de venir là. Alors on est venu habiter ici, mais seulement c'était pas la maison entière qu'on avait, on n'avait qu'un quart de cette maison, et puis le petit jardin qui est là donc. Et puis on y est resté jusqu'en 1960 parce qu'on espérait toujours en partir et puis trouver une maison à Bel-Air, mais il n'y en avait pas. Et donc Françoise, j'étais déjà amie avec sa famille, elle a habité dans cette maison où j'étais, en ayant tout le bâtiment. Et puis on se voit toujours, c'est formidable. Nous habitions, mes parents et moi, dans la partie, quand on est face à la maison, la partie premier étage gauche, à laquelle on avait accès par un escalier et une passerelle qui en fait desservait les deux maisons, la maison à droite et la maison à gauche. Il y avait 4 logements et donc en bas il y avait juste 2 pièces dans chaque logement et en haut on avait quand même un escalier qui donnait accès au comble où nous on était 3 enfants, donc les 3 enfants dormaient dans le grenier quoi, en fait. Il n'y avait pas l'eau, il fallait aller chercher l'eau au puits. Il y avait 3 puits là, à côté et il y avait des toilettes aussi communes. On allait vider les pots de chambre. On avait des poupées en chiffon que mon ami m'avait offertes pour un Noël avec une orange. Et voilà, on n'était pas malheureux, on n'était pas non plus... il y avait quand même des problèmes un peu d'argent malgré tout. C'était pas cher payé, les ardoisières quand même. Et puis, mais bon, il y avait une bonne ambiance. J'ai de très bons souvenirs, la preuve, puisque 30 ans après, je suis revenue dans le coin et j'ai racheté la maison dans laquelle j'avais vécu. Et voilà. Et la première fois que j'ai dormi dans la chambre qui était la chambre de ma mère, j'ai très mal dormi parce que j'avais tous les souvenirs qui revenaient. Voilà, sinon l'ambiance du village est... En fait, on a reconstitué ici avec les arrivants, qui sont plus nouveaux maintenant parce qu'il y a longtemps qu'ils sont là, un village comme il y avait dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut aller chez les uns, chez les autres. Si on a un souci, on va n'importe où. On trouvera toujours quelqu'un qui nous aidera. On fait des fêtes de quartier. Je suis Hélène Livenet, la femme de Charles Livenet, mineur de fond. Son papa était mineur de fond aussi. Il est mort à 38 ans, le papa, dans la mine, après la croûte. Et la maman qui restait avec 7 enfants n'a rien touché parce que dans la mine, il fallait mourir au travail, il ne fallait pas mourir à la croûte. Donc elle n'a rien touché pour élever ses 7 enfants. Et elle a laissé ses enfants à droite, à gauche, les a placés dans des familles et des amis. Et elle a repris ses ciseaux de fondeur parce qu'elle avait été aussi ardoisière et elle est repartie travailler. Un oncle de lui, un Livenet, un oncle, son parrain d'ailleurs, a réussi à le faire embaucher aux ardoisières. Et là, il a été finalement très content de trouver ça. Mais le premier jour où il est descendu, il avait dit « Je ne resterai pas longtemps là-dedans ». Mais il y est resté toute sa carrière. Mais finalement, il a trouvé une amitié entre les ouvriers qu'il ne connaissait pas au jour. Quelque chose de plus profond, de plus fraternel encore. Pourtant, ça existait déjà un peu au jour. Mais là, au fond, c'était très fort. Et donc, il ne sait plus. Et puis, il a eu la chance de devenir cadre à la fin de sa carrière. Donc, il ne s'est jamais plaint de travailler dans la mine. Et donc, mon mari qui travaillait là, je le voyais remonter le soir. Et comme j'avais un petit garçon, on voyait les ouvriers sortir en plaisantant, en comptant, en parlant, et se diriger vers les vestiaires. Et puis après, ils rentraient à la maison, et puis bon, la journée était quand même enfin finie. Et puis ils dormaient un petit peu plus longtemps que moi le matin pour récupérer un peu. C'était notre vie à la forêt, ça.
À l'époque où j'avais 14 ans et mon père m'avait embauché parce que je ne voulais pas être curé, donc je n'ai pas été au collège. J'ai été apprenti fondeur, un apprenti fondeur tous les 15 jours. C'était la plupart des gars de ma classe sont rentrés à la cabane à Rousseau, un atelier, je ne vous dis pas, il était tenu, il était au Bannet, donc il n'était pas très solide, mais c'est là qu'on a fait notre apprentissage de fondeur. Il a fallu 2 ans pour faire un fondeur de catégorie 7 pour pouvoir gagner sa croûte. Mais on travaillait dans des conditions un peu particulières parce qu'il y avait un atelier de débitage au milieu de nous et des vieux périlleux. Et puis j'aime vous dire qu'ils faisaient la bringue et puis ils faisaient des conneries, ils nous faisaient voir des bêtises que je ne pourrais pas raconter là parce qu'il faudrait le carré blanc. Bon, et c'est là qu'on a fait notre apprentissage à 14 ans. Hein. On avait 2 moniteurs, hein, Fifi, Philippot de Bouillé-Ménard, qui suçait dur, et puis l'autre c'était un billard, le Gresset. Et à 3 heures de l'après-midi, il regardait sa montre. Ah, attention mes petits au boulot, parce que c'est la visite du directeur. Eddie Goffin, le directeur, il passait tous les après-midi à 3 heures nous voir. Donc bon, alors là on a fait notre apprentissage de fondeur. Hein, et à 2 ans après, j'ai passé mon brevet de fondeur avant et mon certificat d'aptitude, mon CAP d'ardoisier complet. Et pendant qu'on était à la cabane à Rousseau à faire notre apprentissage, nous en 1946, les ardoisières ont construit le 2e atelier, l'atelier Nord, un atelier de 1700 mètres carrés, où est toujours la fameuse usine de Métabio. Et après, donc, de cette cabane à Rousseau, nous, on est monté dans cet atelier Nord pour continuer à fond. Il y avait plusieurs centaines, je dis bien, de chaque atelier, 3 rangées de 33 fondeurs. Il y avait 200 fondeurs qui travaillaient, plus de 200 fondeurs qui travaillaient dans ces ateliers-là. En 1946, c'était la période où il y avait besoin d'ardoise après la guerre. Et la plupart de notre ardoise, d'ailleurs, allait en Bretagne. Les ardoisières, ils étaient propriétaires de 1100 hectares parce que la règle des ardoisières, c'est pas la même règle que dans les mines. Pour exploiter les carrières, il faut être propriétaire du sol en surface. Donc les ardoisières, quand ils sont arrivés, puis qu'ils ont voulu exploiter tout le secteur, hein, ben, ils ont acheté les 1100 hectares de la forêt d'Ombré à une nappe bougée. Ils ont acheté tout leur appartenait, les rues, tout appartenait aux ardoisières. Hein. Ils étaient propriétaires de tout, si bien que quand il y avait une maison qui était vendue, il y avait toujours une réserve sur le tréfonds. Parce que les ardoisières, ils vendaient, les maisons étaient vendues, mais le tréfonds était toujours en réserve, au cas où les ardoisières auraient pu revenir exploiter. Ça commençait, l'arrivée, c'était pas des étrangers, c'était des Bretons, mais ils sont arrivés par centaines au village de la Forêt. Parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre. Après, il y a eu les Espagnols, là, comme je le disais tout à l'heure, en 1936, surtout après, dans les années 1936. Il y a eu des Italiens, beaucoup d'Italiens. Puis il y a une histoire dans le film de chiens avec des Italiens. Buona questa zuppa, sembra quella del paese. Sì. Non ci sono i pomodori, non c'è il basilico. Con Baleacqua basterà per 3 giorni. Aussi, beaucoup de Polonais. Ils participaient beaucoup à la vie locale. Hein. Mais je me rappelle toujours une dame Répulès, c'était des Espagnols. Là. Oh là là, c'était une dame qui faisait des galettes, tout ça, toutes les fêtes de la commune et tout, tous les matchs de foot et tout. Scala, c'est pareil, il y a des Scala, les Italiens sont toujours là, ils habitent là, les enfants, les petits-enfants, ils sont toujours là, Plochocki, Scala, Répulès, ah oui, on avait le logement, j'ai pas eu besoin de le dire, mais on était logés gratuitement, enfin, évidemment. Les ardoisières avaient 380 logements sur la commune de Combray. Et le logement était entretenu par les ardoisières. Hein. Ils faisaient des travaux quand il y avait des changements de locataires et tout. Et avec tous les ouvriers, ils avaient tous les ouvriers sur place. Hein. Il y avait la hiérarchie dans les logements. Un ouvrier ne pouvait prétendre qu'à des logements réservés aux ouvriers. Hein. Le village de la Forêt, là, il était plein comme un œuf. Hein. Et bon, il n'y avait pas de logement. Hein. Quand je me suis marié, moi, en 1956, il n'y avait pas de logement. Il n'y avait pas de logement. Hein. Le directeur, il avait son petit château à descendre, à la Gustave Larivière. Vous l'avez peut-être pas vu. Et les grandes maisons, il y a descendre à la Gustave Larivière. C'est pareil avec des murs d'ardoise et tout, c'était des maisons de 3 mètres, ça. Et puis la maison du sous-directeur, elle est à la sortie de Bel Air, entourée de murs. C'était le sous-directeur, parce qu'il y avait un directeur, un sous-directeur. Tout à l'heure, il y avait
une coopérative qui appartenait aux ardoisières. Ils vendaient tout, l'alimentation, ça avait été comme si ça avait été un super U, une épicerie générale. Et en plus, il y avait un boulanger. Il y avait même 2 boulangers qui faisaient le pain. Ils vendaient des pains de 6 livres, 12 livres. Et tous les ardoisiers étaient sociétaires, enfin, ils étaient actionnaires. Et on avait des actions. S'il y avait de la coopérative qui faisait des bénéfices, c'était redistribué aux actionnaires. Et en plus, on ne payait qu'une fois par mois. Tout une marquait tout à crédit. Pour compenser une fois par mois. Le boulanger, il passait avec sa carriole vendre du pain. Il avait une baguette avec des coches. Et puis, il y en avait 2. Il y avait la nôtre et puis il y avait la tienne. Il prenait un pain de 12 livres, parce que nous, on était nombreux. Une coche. Allez, en haut, le petit père, il reprenait sa carriole et puis il continuait sa distribution de pain. Le gérant de la coopérative était un employé des ardoisières. Après, ça s'est terminé. C'est normal, ça a évolué, mais au début, c'était comme ça. Et il tuait tous les lundis, il tuait le cochon. Et tous les lundis, il y avait une charcuterie, mais alors, inimaginable. Il tuait plusieurs cochons, et puis on allait servir la charcuterie. C'était les ardoisières qu'on embauchait à l'époque, c'était pratiquement le lot de tout le monde. Les seules exceptions, c'est ceux qui étaient peut-être un peu plus doués pour les études et puis qui pouvaient suivre du secondaire. Mais pour ma part, j'ai fait comme beaucoup de mes camarades, sitôt le certificat d'études, ça a été la rentrée aux ardoisières. Pour ma part, ça a été le 2 août 1952. Comme l'ensemble de Bel-Air, l'église, l'école, ça avait été fait par les ardoisières. C'est un peu le paternalisme, cette époque un peu d'ailleurs. Enfin voilà. Et après ma scolarité, donc je suis rentré aux ardoisières, comme je viens de le dire, le 2 août 52, comme apprenti fendeur. Alors c'était plus sur la butte comme avaient pu le faire ceux qui nous ont précédés. Nous on a commencé dans les grands bâtiments qui étaient les fonderies. Alors voilà, il y avait 6 mois de ce qu'on appelait des accélérés pour apprendre en 6 mois. Alors là, on était un maximum de 8. Quand on quittait les accélérés, on se retrouvait donc là, on avait appris le métier, hein, donc on était encore un peu juvénile, mais on savait ce que c'était de fendre et rondir. Et là, on était aux pièces, là, on travaillait, on touchait notre salaire en fonction de ce qu'on donnait. Voilà, enfin avec un abattement encore. Alors voilà, j'ai donc fait mes 3 ans. Et puis au bout des 3 ans, c'était sanctionné par ce qu'on appelle un CAP, quoi, interne, c'est le CAP de fendeur. Moi je voulais descendre au fond. Et puis bon, c'était le fait que mon grand-père, déjà que j'ai connu, mais il est décédé en 41, mais que j'ai connu, il me rappelait, il me promenait, il m'emmenait par la main à la remontée de mon père là-bas au Puyin. Il allait me montrer mon père qui montait, enfin bon, alors, je sais pas. Quand j'étais la veille de descendre, bah, ça m'inquiétait plus ou moins quand même, je changeais quand même l'univers. Et mon père me dit, alors là ça se passe à la maison, mon père, qui était le grand chef, il dit, demain matin je vais te préparer la postillonne. En gros, dans un litre à étoile, c'était à peu près 25 centilitres de café. 25-30 centilitres de café, 15 ou 20 pierres de sucre, j'en sais rien, mais il y avait du sucre pas mal. Et le reste, c'était de l'eau de vie. Donc c'était de l'eau de vie teintée, bouillante. Il me dit, je vais te préparer 2 postillonnes. T'en auras une pour toi avec tes copains de boulot. Et puis l'autre, tu la mettras au magasin des chefs. Il a su descendre après aussitôt pour y goûter à la postillonne qu'il avait fait à 6 h le matin. Enfin bon, c'est logique, c'est comme ça. Alors donc, dans ma musette, en plus de mon litre de cidre, j'avais 2 postillonnes, 2 litres de postillonne. Et alors, comme il n'y avait pas à l'époque, aujourd'hui on descendrait des thermos, hein, voilà. Mais pour ceux qui l'ont essayé, c'est incroyable, et ça existe toujours. Vous enveloppez les litres bouillants dans du papier journal, dans un journal entier, et je peux vous dire qu'à 8 h et 9 h, ils sont encore bouillants. Hein. Bon, voilà, alors ça s'est passé comme ça, ma descente. Toute la matinée, le premier jour, tout seul, et puis
le moine qui était le chef clerc, il dit « Quand les gars ils te diront de pouvoir t'avancer pour pelleter, tu le feras, sinon tu ne bouges pas, tu ne fais rien. » Parce qu'il dit « Va pas prendre un machin qui va arriver de 18 mètres. » Je peux vous dire que j'ai vu la différence tout de suite entre ce qui était le métier de fendeur à fendre, et puis d'un seul coup prendre une pelle, tout seul avec une berline, et puis au pied d'un tank, il monte. Enfin, hop, surtout, hop, tu vas aller dans la chambre D à côté, c'est de Père Renaud de la forêt Giffu. C'est un vieux mineur qui était venu des mines de Bretagne, et il était de machin comme auprès de Redon, là. Saint-Nicolas de Redon. Non. Hein? Couen, non? Couen. Et on l'avait surnommé, tout le monde avait des surnoms, on l'avait surnommé Giffu. On m'a dit, tu vas aller après le casse-croûte, hein, le briquet, qu'on pense dans la mine, tu vas aller dans la chambre D, il y a un mineur qui t'attend. C'était le début de mon calvaire, faut le dire comme ça. Alors là, Père Renaud, il m'attendait, il y avait une bordée qui avait mal cassé, il y avait un échafaudage, et il restait 7 mines à faire. Et à l'époque, il n'y avait pas de poussoir à air comprimé, hein. C'était à la planche. Du haut de mes 17 ans et demi, il avait les ordres, quand tu es comme ça, bourru, la plus peur de mon père, et il me dit comme ça, bon, je t'attendais pour que tu fasses, il faut que je te montre comment faire les dernières mines. On montait sur l'échafaudage, le marteau, la planche dans l'aine, là. Allez, on y va. Puis lui, ouais, à 17 ans et demi, parce qu'il avait le coup, il se poussait dessus. Au bout d'une mine, ça tapait, au bout de 2 mines, c'était pareil, alors il a dit on va y mourir, tout d'un coup il s'est mis dans mon dos, puis il me poussait comme ça toute sa force, écrasé par la planche, le marteau là il faisait, là il ne tapait plus. Rapidement, qu'en définitive mon père avait donné les ordres, il a dit il veut descendre au fond, il descendra, mais j'avais donné les ordres, il fallait que je passe partout le plus vite possible. Et Dieu sait, je peux vous dire que j'étais à peine 3 ans sous ses ordres, jusqu'à l'Algérie. Et sur les centaines d'ouvriers qui commandaient, il n'y en avait qu'un à qui n'a jamais parlé au fond, ça a été moi. Je peux vous dire qu'en 1985, lors de la fermeture de la mine et puis mon départ en retraite, je suis venu aider les camarades de l'époque qui étaient les secrétaires d'ici, qui étaient des ardoisières. Et je peux vous dire qu'avec les retraités mineurs de fer et les retraités des ardoisières de Bel Air et de mise en grain, ici le tableau comportait 450 retraités et veuves. 450 qu'on avait au maximum, à une unité près. Et puis aujourd'hui, vous voyez, 35 ans après, madame, les cordes se sont vidées et on arrive presque à la fin. Comment ça? On est encore 85 ou un truc comme ça. L'histoire de ce gendarmerie, elle a été construite après les fameuses grèves de 1905, et il y avait 1200 ouvriers qui travaillaient sur Bel Air. Il y a eu des grèves terribles puisqu'ils ont envahi les bureaux, ils ont la maison du directeur, il a failli y avoir des morts. Et à l'époque, la gendarmerie nationale était dans le bourg de Combray. Et les ardoisières d'Angers, après, suite à ces grèves et à ces manifestations terribles, ils ont décidé de construire la gendarmerie, de construire un bâtiment qui servirait de gendarmerie nationale, un bâtiment où il y a 7 gendarmes, plus les écuries, parce qu'à l'époque c'était la gendarmerie à cheval. Donc après la fameuse grève de 1905, donc, les ardoisières ont construit cette gendarmerie, qui a été gendarmerie nationale jusqu'en 1970. Les gendarmes qui habitaient ici, après c'est devenu motorisé, ont toujours été locataires des ardoisières d'Angers. Et les relations avec la population de Bel Air étaient quelquefois, ça dépend parce que les périlleux étaient un peu buveurs, boingueurs,
il fallait être en règle, les gendarmes de Bel Air, mais comme les enfants des gendarmes fréquentaient l'école des ardoisières, ils ont été à l'école des ardoisières en même temps que moi, donc ça passait pas trop mal. J'en reparle 2 secondes de M. Gazo, car c'est lui qui a servi d'intermédiaire, qui a facilité le rachat par les époux Gillet auprès des ardoisières par l'achat de ce bâtiment-là. Ils ont transformé leur restaurant, qui était de l'autre côté de la route, ici. Voilà, et depuis, il y a toujours eu des repreneurs, et le restaurant dans l'auberge de Lombrie, ils sont fiers de dire que c'est une ancienne gendarmerie. En 61, M. Gazo, M. Gaillier et plusieurs maires du canton lançaient un appel financier à la population. Suite à cela, il a été construit un atelier industriel et a démarré une activité de régénération de plastique qui s'appelait la Cival. À l'époque, il faut savoir que donc, les ardoisières étaient sur le déclin et qu'elles n'embauchaient plus puisqu'elles licenciaient, et qu'à l'époque aussi les enfants de cultivateurs, enfin d'agriculteurs de Combray, il fallait bien qu'ils trouvent un métier. Avant la fermeture des ardoisières, on allait aux ardoisières, plus d'ardoisières, il fallait bien trouver une solution. Donc en 1961, M. Henri Gazo a lancé une souscription auprès donc, des habitants de Combray pour trouver, sous forme d'emprunt, et donc a lancé l'opération pour la Cival, pour faire la Cival à la gare de Combray. Et à cette époque-là, a réussi à réquisitionner donc 128 personnes qui ont cotisé donc, pour réaliser la mise en route de la Cival. Donc à l'époque, c'était très important. Il y avait aussi du personnel. Il y avait une vingtaine de membres du personnel qui avaient adhéré aussi. Il y a eu une grande générosité et beaucoup de Combréens donc, ont voulu participer à cette opération qui a financé la totalité de la Cival. Et la plupart ont perdu leur argent. Voilà. Et donc l'opération s'est très mal terminée. Il y a eu, je pense, quelqu'un qui n'était pas à la hauteur dans cette société. Et la société a déposé le bilan et tous les participants, c'est-à-dire tous ceux qui avaient cotisé à l'époque, ont perdu la totalité de leur mise. Et c'est grâce à la construction de ce bâtiment-là qu'après, en 1966, Georges Lafargue, ancien ministre qui a créé l'usine Pullman, qui fabriquait des ceintures, des cravates et des chemises. Et en 1973, M. Lafargue, à l'usine de la gare, a été reprise par M. Lioro, électronique.
Ici, à Combray, on est entre 350 et 400 personnes. Alors nous sommes en fait sous-traitants électroniques, nous achetons les composants et après nous venons installer les composants sur toutes les cartes, sur les circuits nus. Tous les tout petits composants qui peuvent être posés sur machine, ils sont tous mis là. Après, deuxième étape, il y a toute la partie insertion manuelle, c'est tous les composants qui ne peuvent pas passer au four à brasser qu'on avait vu dans la première étape. Et après cette étape-là, donc l'insertion manuelle, et les composants, ils passent dans une vague et ils sont soudés par le dessous. En fait, les pattes sortent à travers la carte et sont soudés par le dessous. En fait, ce métier-là, il ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Toutes les personnes qui sont là ont été formées en interne. Maintenant, on arrive à mettre en place là, des formations sur la technique de brasage. Donc là, à Combray, on a un bureau d'études qui est composé de 50 ingénieurs et techniciens qui travaillent sur le développement de cartes. Et il arrive parfois qu'on ait à faire le développement et qu'on ait aussi l'industrialisation des cartes dans l'entreprise. Toutes les filiales du groupe Éolane qui sont toutes en France, là, on est en train de se restructurer en fait par métier. En fait, il va y avoir 3 sites spécialisés en France dans le, on appelle ça taper des cartes en fait, la carte électronique pure. Et après, il va y avoir 3 autres sites qui feront que l'intégration des cartes. En 1959, quand je suis rentré au conseil municipal de Combray, j'avais 26 ans. Le conseil municipal de Combray était en majorité de l'agglomération de Combray. C'était pour des raisons historiques. Il y avait 23 conseillers municipaux, mais les 3/4 étaient de Combray. Et la règle était que le maire était de Combray et que le premier adjoint était de Combray. Voilà comment était la situation en 1959. En 1962, je suis passé adjoint, rapidement, c'est-à-dire que j'avais 29 ans. Un fait de circonstance, je suis passé adjoint. Et à partir de 1962, à l'époque, la population de la commune était de 3500 habitants. Et il y avait 2000 habitants à Bel-Air, et puis le reste était à Combray avec le collège. Et après qu'on a obtenu, aux élections suivantes, quand on a obtenu cette proportion entre les deux agglomérations, on a décidé que le maire, si le maire était de l'agglomération de Combray, le premier adjoint était de Bel-Air, et si le maire était de Combray, le premier adjoint, si le maire était de Bel-Air, le premier adjoint était de Combray. Et on avait aussi un problème d'école. On transportait, à l'époque, on a mis en place, dans les années, quelques années plus tard, un ramassage scolaire. Les 80% des enfants de l'école publique de Combray étaient de Bel-Air. Donc on trimballait, on faisait faire 10 km par jour à 80% des enfants qui fréquentaient l'école publique de Combray. Alors là, c'est pareil, on a commencé à ramer au sein du conseil municipal. Ça n'a pas été facile, parce que les élus combrayenns ils voyaient ça d'un très mauvais œil. Et c'est la maternelle qu'on a construit rue de la Prairie le bas, d'abord, pour faire avaler la pilule. Et après, quelques années après, malgré un vote à la limite, puisque je crois qu'il y avait une voix d'écart, les gens de Combray s'étaient mobilisés pour que le transfert des écoles publiques se fasse à Bel-Air. Et il y avait même des conseillers municipaux de Bel-Air qui se seraient bientôt laissés faire. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils leur donnaient comme argument, mais enfin, peu importe. On a continué, nous, dans notre tracé. Mais je n'étais pas maire, moi, j'étais toujours adjoint. Le maire, c'était Auguste Goyer. Mais on avait un conseiller général qui s'appelait Henri Gazeau, qui était conseiller général depuis 1961. Mais qui n'était pas encore adjoint. On a réussi le transfert des écoles publiques de la commune sur Bel-Air, rue de la Prairie. Elles ont été construites en préfabriqué parce qu'il fallait limiter les dégâts au point de Bucou. Et après, on a construit le groupe scolaire qui est au point de la piscine.
j'avais eu l'idée de fixer la mémoire de Combray. Parce qu'en fait, nous sommes dans un grand bouleversement historique. La commune est devenue commune nouvelle. On veut, bien sûr, on va garder notre intimité, je dirais, combrayenne. Mais je voulais quand même fixer, fixer la mémoire contemporaine des gens qui ont connu Combray à plusieurs époques. C'est ce qui a amené l'initiative de créer ce document que l'on veut comme une banque de données historique. Voilà. On veut fixer la mémoire de Combray sur cette mutation en quelque sorte moderne.